Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Alona Alba, je suis spécialiste d'équipe Excellence opérationnelle et aujourd'hui, je vais vous présenter les changements et mises à jour de processus de PulseCheck. Nous vous invitons de postuler votre question sur notre chat et nous aurons également la section spécifiquement dédiée aux questions, donc n'hésitez pas à postuler votre question dès que vous voyez s'il y a les questions et ce sera nécessaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques changements qui sont liés au suivi stratégique de la mise en œuvre et spécifiquement, nous allons vous présenter ces changements dans le contenu de PulseCheck et également, nous allons vous présenter le processus pour accéder, compléter et déposer le PulseCheck au portail de partenaires. Ce sera important de noter que nous avons également la section spécifiquement dédiée aux questions où nous allons vous présenter les questions qui étaient posées, mais également, si vous aurez quelques questions à la fin, vous pouvez les poser à la fin également. Maintenant, je vais me permettre de vous présenter quelques changements concernant le suivi stratégique de la mise en œuvre en 2024 et les années d'après. Nous allons voir que le suivi stratégique de la mise en œuvre est un moyen important de réaliser des stratégies du Fonds mondial les années 2023 et 2028. Donc, quelques changements inclusifs. Tout d'abord, pour supporter l'objectif premier de mettre fin au sida, à la tuberculose et le paludisme, et les objectifs qui vont renforcer et se compléter mutuellement. Donc, ils sont présentés à gauche. Les changements spécifiquement que nous allons vous présenter aujourd'hui sont tous présentés pour améliorer la qualité de données et pour permettre la création, l'analyse et l'utilisation rapide de données qui sont ventilées d'autres qualités. Spécifiquement, les changements sont liés à règles de validation des données, tout pour éviter les erreurs lors de la dépôt de PulseCheck ou les rapports de récipiendaire principal. Nous allons vous présenter également l'opportunité de corriger les données pour garantir l'exactitude des résultats. Et nous allons voir que le changement pour permettre d'avoir remise des rapports par échange de données agrégées, qui s'appelle ADEX, va permettre aux récipiendaires principaux de faciliter des saisies de données et intégrer les données qui les sont déjà présentées dans l'information de gestion sanitaire du pays et les intégrer directement au rapport de Fonds mondial. Nous allons présenter cet aspect-là. Et finalement, les indicateurs élémentaires pour réduire la saisie manuelle sont également introduits dans ces changements. Maintenant, c'est important de comprendre pourquoi le changement a été introduit tout d'abord, mais aussi nous allons vous présenter que le secrétariat a vraiment le besoin pour les données trimestrielles pour prendre des décisions à l'interne. Ça veut dire que les résultats qui vont être fournis par récipiendaires principaux vont être déposés au Fonds mondial et permettre d'avoir le suivi et analyse trimestrielle, les rapports et les prises de décision et orientation. C'est important à noter que l'engagement du Fonds mondial est en faveur d'une prise de décision fondée sur les données qui va permettre d'intervenir rapidement et résoudre les problèmes en cas ce sera nécessaire. En plus, les exigences accrues en matière de rapports de la part du conseil d'administration et de donateurs constituent une contribution essentielle et permettent d'avoir l'élaboration d'analyses et d'avoir le suivi et changement des directions si ce sera nécessaire. Tout d'abord, le suivi trimestriel des résultats programmatiques et financiers, spécifiquement liés à la mise en œuvre globale de la soumission, qu'ils vont être fournis par PulseCheck, résultats des rapports actuels ou résultats des rapports actuels et demandes de décaissement, au RADD, vont être également fournir les résultats et supporter les rapports qui permettent d'avoir correspondance entre l'analyse et la plateforme et processus de surveillance et suivi stratégique. Important à noter que ces rapports font partie des rapports trimestriels à la haute direction. Ils vont également informer les indicateurs clés de performance
et permettre d'avoir une analyse plus approfondie des examens de portefeuille des pays ou, par exemple, l'analyse d'appui de suivi stratégique et de la mise en œuvre. Et finalement, ces rapports et résultats fournis par le récipiendaire principal peut avoir une décision et orientation plus précise et plus rapide, en cas ce sera nécessaire, pour traiter aussi les données qui étaient fournies sur l'analyse et les rapports et avoir le traitement de données de moyenne de plateforme des processus de suivi stratégique. Par exemple, ça inclut orientation conseil stratégique, analyse à l'appui des rapports sur la performance stratégique au conseil, ou par exemple l'approbation des stratégies d'atténuation des risques et d'appétence au risque. Maintenant, nous allons vous présenter spécifiquement quels sont les changements liés au rapport des récipiendaires principaux à partir de l'année 2024. Donc, ici, nous allons voir qu'il y a 3 piliers importants. Donc, tout d'abord, sa qualité de données, qui est fournie par 4 piliers et objectifs importants. Tout d'abord, nous allons voir que validation et qualité de données sont importantes. Donc, règles et rapports de validation de données vont être présentés en ligne pour récipiendaires principaux de réussir avec le dépôt des rapports du premier coup. En plus, à partir de juillet, nous allons voir que les résultats des périodes antérieures peuvent être mis à jour durant la période de mise en œuvre. C'est vraiment le changement qui va permettre à récipiendaire principal de corriger les résultats qui étaient déjà fournis. Troisième pilier, c'est l'intégration de ADEX. ADEX, c'est l'échange de données agrégées, ou Aggregated Data Exchange, qui va permettre d'avoir le lien direct avec les systèmes d'information sanitaire du pays et, encore une fois, diminuer la saisie manuelle par cohorte définie par récipiendaire principal. Et c'est important à noter que cette intégration va être spécifiquement introduite pour portefeuille, et nous allons voir tous les détails concernant ces portefeuilles plus tard. Finalement, les indicateurs élémentaires vont permettre l'entrée unique de numérateurs et dénominateurs et, encore une fois, permettre d'avoir moins de saisies manuelles de données et meilleure cohérence des données. À droite, nous allons voir qu'il y a le changement concernant de fréquence des rapports. Aujourd'hui, le récipiendaire principal a 6 rapports qu'il dépose. C'est le pulse check, le résultat de rapport actuel au RA, le pulse check de trimestre 3 et le pulse check et les résultats actuels et des bandes de décaissement au RADD qui au total fournit les 6 rapports au Fonds mondial. Donc le changement, c'est l'élimination des doublements. Ça veut dire que les 2 pulse checks qui étaient présentés au trimestre 2 et trimestre 4 avant vont être supprimés. Important à noter que tous les rapports sont intégrés. Les données qui vont être déposées au Fonds mondial, ils vont être représentées et vont être versées dans le rapport suivant. Important à noter que les rapports de portefeuille cible, aujourd'hui, ces rapports annuels de résultats actuels des demandes de décaissement restent inchangés. En plus, le troisième pilier, c'est l'amélioration des systèmes. Donc, nous allons vous présenter spécifiquement comment les récipiendaires principaux peuvent déposer leur pulse check aujourd'hui en ligne. Mais en plus, c'est important à noter qu'en plus, les rapports de Fonds mondial vont être introduits par formulaire en ligne. Ça veut dire nous allons voir qu'il y a la transition progressive vers des formulaires en RADD en ligne, y compris des rapports de clôture financière. Maintenant, quelques informations plus détaillées pour le changement de fréquence. Donc, comme j'ai déjà expliqué, tous les formulaires ont été reconfigurés afin de permettre d'avoir intégration des données et avoir la visibilité des données qui ont déjà été fournies par récipiendaire principal. Spécifiquement, donc, comme nous avons déjà vu, le pulse check, il était supprimé. Donc, ça permet d'avoir un récipiendaire principal seulement 4 rapports par année de mise en œuvre, tout pour cycle de soumission 7, cycle de soumission 6 et également pour le cycle de soumission 6 avec le titre de financement de C19 RM. Important à noter
en comparaison du nombre total de fonds pour le cycle de subvention 6, il y a moins de champs recueillis à remplir. C'est important aussi à noter que les nombres transmis par le récipiendaire principal vont être applicables pour chaque cycle de subvention. Donc, si le récipiendaire principal a également le cycle de subvention 6 avec VIH, tuberculose, paludisme, C19RM et cycle de subvention 7, ça va se traduire à 2 fois par 4 rapports par année pour récipiendaire principal à remplir. Donc, c'est important à noter dans ces cas-là. Maintenant, je vais vous présenter cette récapitulatif par rapport à un rapport que nous avons déjà présenté. Et le récipiendaire principal a le délai de 35 jours pour compléter le pulse check, délai de 45 jours de compléter le rapport des résultats actuels et délai de 60 jours pour compléter le rapport des résultats actuels et demande de classement ou RADD ou PUDR. Donc, les délais sont restés inchangés, donc c'est absolument le même délai. Et comme nous avons vu, donc il y a seulement 4 rapports annuels pour les portefeuilles à fort impact et essentiels. Et pour portefeuille ciblé, c'est le rapport annuel de RADD qui reste inchangé. Point important à noter ici aussi que la section des rapports programmatiques vont présenter l'agrégation d'une période à l'autre. Ça veut dire que, par exemple, dans le pulse check de trimestre 1, nous avons seulement les rapports avec les indicateurs programmatiques qui sont calculés trimestriellement. En avançant vers le rapport des trimestres 2, le rapport des résultats actuels, nous avons également les indicateurs programmatiques qui sont calculés semestriellement et il y a les visibilités pour récipiendaires principaux, quels sont les résultats qui étaient déjà fournis à pulse check de trimestre 1. Si on continue avec trimestre 3, nous avons seulement les indicateurs programmatiques qui sont calculés trimestriellement. Et en arrivant au RADD à la fin d'année, donc nous avons la visibilité pour tous les indicateurs programmatiques qui étaient calculés trimestriellement et semestriellement. Et bien sûr, pour les portefeuilles ciblés, nous avons aussi les indicateurs spécifiquement qui sont calculés annuellement. Par contre, donc pour les périodes couvertes par les rapports financiers, nous avons ici la visibilité que les rapports financiers sont cumulatifs. Ça veut dire, dès que nous avons complété notre pulse check à trimestre 1 et nous avons complété notre pulse check de trimestre 2, nous avons la visibilité cumulative sur tous les résultats qui étaient fournis par le récipiendaire principal. Donc, la même, ce sera pour le trimestre 3 et le trimestre 4. Finalement, concernant spécifiquement la gestion de subventions et gestion des achats et de l'approvisionnement, ces résultats vont être fournis à la base semestrielle seulement. Ici, nous avons une visualisation par rapport à les changements et comme nous avons déjà vu, les changements, c'est vraiment d'éliminer la duplication des rapports. Donc, avant, nous avons eu le 6 rapports au total par année de subvention qui vont être traduits dans le pulse check, résultat rapport actuel, le pulse check et le RADD, au total, les 4 rapports par année de subvention. Ces changements sont applicables pour toutes les périodes de mise en œuvre du cycle de subvention 7, cycle de subvention 6 et également les cycles de subvention avec titre de financement lié au C19RM. Maintenant, nous allons vous présenter quelques améliorations des systèmes. Et spécifiquement, nous allons voir que le formulaire en ligne va permettre pour tout d'abord, pour tous les utilisateurs, spécifiquement les récipiendaires principaux, avoir la visibilité complète sur tous les rapports et toutes les actions qui sont nécessaires à compléter dans ces formulaires en ligne. Tous les rapports doivent être remplis dans les formulaires en ligne, y compris les clôtures financières. Et plus de détails par rapport à rapport de résultats actuels et clôtures financières, nous aurons plus tard cette année. Et en plus, le changement qu'il va être présenté aujourd'hui, c'est aussi les règles de validation en ligne. Donc, c'est un nouveau élément qui était présenté.
Et ces règles de validation, il était créé pour aider vraiment aux récipiendaires principaux à réussir leur dépôt du premier coup. Ça permet aussi d'éliminer les erreurs et les corriger ou donner justification en cas ce sera nécessaire. En plus, vous allez noter qu'il y aura plus de pages check en fichier Excel. Donc aujourd'hui, les récipiendaires principaux, ils doivent déjà déposer leurs pages check en ligne. Donc, pour le rapport des résultats actuels et RADD, un fichier Excel va être présenté, il va être utilisé, mais seulement pour la collecte de données. Donc, cet Excel, il va être fourni par Fonds mondial. Par contre, c'est important de noter que les résultats qui étaient déjà saisis dans le portail de partenaires vont être considérés comme résultat final. Donc, le dépôt final de résultats actuels au RADD va être considéré avec le dépôt de formulaire en ligne. Finalement, c'est important de noter que plusieurs utilisateurs peuvent déjà travailler simultanément sur le formulaire. Dans ces cas-là, il est vraiment recommandé que les utilisateurs travaillent sur des sections distantes du formulaire afin de permettre de sauvegarder les données correctement. Maintenant, nous allons revenir vers le pilier de qualité de données et nous allons parler un peu plus de détails sur les éléments de règles de validation. Nous allons voir qu'il y a vraiment deux types de règles de validation. C'est message d'avertissement et message d'erreur. Quel est le changement entre les deux et quelle est la différence entre les deux? Donc, message d'avertissement, c'est vraiment les messages qui avisent l'utilisateur de vérifier si les données étaient correctement saisies et en cas ce sera nécessaire de demander l'utilisateur de fournir la justification. Important à noter que le récipiendaire principal peut continuer la procédure et déposer le formulaire. Par contre, avec le message d'erreur, qu'il va avertir l'utilisateur que les données ne sont pas conformées à une règle de validation, où il y a une erreur, où il y a l'information manquante, il va demander de corriger cette erreur et le récipiendaire principal ne peut pas déposer le formulaire tant que l'erreur n'était pas corrigée. Donc, c'est vraiment l'importance entre les deux. Les règles de validation, ils vont permettre au récipiendaire principal à réussir avec le dépôt de leur rapport et également permettre d'améliorer la qualité de données qui sont fournies par le récipiendaire principal. En plus, à droite, nous avons le pilier de correction des résultats. Donc, cette fonctionnalité, il va être introduite à compter de juillet 2024. Ça veut dire qu'avec le pulse check et le résultat actuel, par exemple, le récipiendaire principal aura l'opportunité d'ajuster les données qui étaient déjà fournies, les résultats qui étaient déjà fournis par le récipiendaire principal dans le trimestre 1 avec le pulse check. Important à noter que ces changements vont permettre d'avoir la correction et bien sûr la visibilité sur les résultats finaux. Par contre, la mise à jour des corrections pour toutes les données, ils peuvent être effectués seulement à l'intérieur d'une même année de la période de mise en œuvre. Ça veut dire, les moments que nous avons complété notre RADD à la fin d'année, les moments que les données étaient validées, le récipiendaire principal n'aura plus l'opportunité de les corriger et de revenir pour cette année pour fournir l'autre résultat. Donc, l'année va être considérée comme clôturée. Comme nous avons déjà vu, donc tous les résultats qui étaient fournis par récipiendaire principal vont être intégrés et ils vont supporter les résultats globaux et les rapports que Fonds mondial a fournis à l'intention des donateurs. Maintenant, nous allons voir quel changement sur le pilier de ADEX. Donc, tout d'abord, l'ADEX, il permet d'avoir intégration directe avec les systèmes d'information sanitaire du pays. Donc, dans cet exemple, nous avons les deux systèmes qui étaient déjà intégrés dans le pays. La première, c'est le système d'information sanitaire DHIS2 et le deuxième, par exemple, c'est le système de gestion d'entrepôt. Les deux systèmes peuvent permettre
aux indicateurs programmatiques dans le premier exemple et indicateurs de chaîne approvisionnement dans le deuxième exemple, fournir tous les résultats déjà directement au portail des partenaires du Fonds mondial. Donc, l'ADEX va permettre de remplir directement le formulaire en ligne des PALCHECK jusqu'à RADD avec les résultats des indicateurs élémentaires. Et donc, nous allons voir plus de détails concernant les indicateurs élémentaires dans quelques instants. Important aussi à noter que tous les résultats qui ne sont pas communiqués par l'ADEX doivent être saisis manuellement dans le formulaire en ligne. Donc, c'est vraiment applicable dans le cas où cette intégration est déjà disponible. Quelques nuances importantes à noter concernant l'ADEX. Donc, ADEX facilite une communication de l'information et d'analyse personnalisée, avec l'objectif que le récipiendaire principal n'ait pas la nécessité de saisir les données manuellement pour les résultats qu'il est déjà fournis dans le système d'information sanitaire du pays et éliminer, encore une fois, des erreurs et améliorer la qualité de données. Important aussi à noter que l'ADEX est un mécanisme de transfert de données seulement. Il ne va pas envoyer les données automatiquement sur les résultats. Pour avoir cette connexion, c'est vraiment le récipiendaire principal qui va être responsable des données et décider le moment où ils seront envoyés et à quelle fréquence. Donc, c'est important de noter que c'est seulement au PALCHECK ou au rapport à résultat actuel ou RADD, c'est le moment d'intégration avec ADEX et à ce moment-là, les résultats vont être visualisés. La priorité initiale est centrée sur les indicateurs du cadre de performance du cycle de soumission 7 pour les portefeuilles à fort impact essentiel. Eux vont fournir les données sur le portail des partenaires et les rapports hors ligne n'en font pas la partie. Aussi important à noter que l'ADEX sera d'abord mise en œuvre dans les pays disposant déjà d'un système d'information sanitaire ou de système de gestion de l'information sanitaire DHIS2 qui comprend les améliorations de la qualité de données dans ce système. Maintenant, nous allons voir plus de détails sur le contenu de PALCHECK. D'accord. Pour cette visualisation, c'est important à noter qu'il y a quelques changements concernant les sections qui sont présentées au récipiendaire principal à fournir. Tout d'abord, la section de auto-évaluation qui était présentée au PALCHECK avant, elle était supprimée. Deuxième élément important, nous allons voir qu'il y a vraiment deux sections importantes. Donc, la première, c'est la section programmatique et la deuxième, c'est la section financière. Donc, dans ces cas-là, c'est section en vert et section en jaune. Pour les périodes de mise en œuvre des cycles de soumission 7, on aura en total 4 sections pour récipiendaire principal à compléter. La première, c'est indicateur élémentaire de couverture, indicateur de couverture, rapprochement de la trésorerie et avance ouverte. Spécifiquement pour le cycle de soumission 6, vous allez voir que la section programmatique va contenir indicateur de couverture seulement. Et pour la section financière, vous allez voir qu'il y a les deux sections à compléter, rapprochement de la trésorerie et avance ouverte. Dès qu'il s'agit de cycle de soumission, de période de mise en œuvre en cycle de soumission 6 qui contient également le C19RM, dans ces cas-là, nous allons voir qu'il y a l'onglet spécifique pour mesure de suivi du plan de travail qui est lié au C19RM et le récipiendaire principal aura cet onglet déjà intégré dans son PALCHECK. Et finalement, pour la période de mise en œuvre du cycle de soumission 6 avec C19RM seulement, dans ces cas-là, nous avons les sections financières de rapprochement de la trésorerie, l'avance ouverte et mesure suivi de plan de travail pour le C19RM. Maintenant, nous allons voir quelques détails sur indicateurs élémentaires des couvertures. Tout d'abord, les indicateurs élémentaires sont les numérateurs et les dénominateurs des indicateurs standards du dernier cadre de performance. Donc, c'est déjà les indicateurs qui sont présents dans le cadre de performance du cycle de soumission 7.
Les définitions des indicateurs élémentaires sont dérivées de fiches d'information sur ces indicateurs. Ils servent aussi à composer les indicateurs de couverture standard dans l'onglet indicateurs de couverture. Ça veut dire que les résultats qui étaient fournis pour les indicateurs élémentaires vont être agrégés et présentés dans l'onglet d'indicateurs de couverture. Important à noter que les indicateurs élémentaires prêts pour les rapports sont pré-remplis dans cet onglet. Donc, il s'agit aussi avec intégration de ADEX pour cycle de soumission 7. Et le principal onglet de saisie de données pour l'indicateur de couverture standard de cycle de soumission 7. Finalement, c'est important de noter quelques avantages pour indicateurs élémentaires. Donc, première, c'est vite la saisie multiple des mêmes données pour le récipiendaire principal. Et également, ça élimine les erreurs. Donc, tout afin d'améliorer la qualité des résultats qui étaient fournis par le récipiendaire principal. Et bien sûr, ça assure la cohérence des rapports. Donc, je me permets juste de revenir à la pointe que les indicateurs élémentaires sont seulement applicables dans le cas où il y a la mise en œuvre de cycle de soumission 7. Donc, si vous avez votre cycle de mise en œuvre de cycle de soumission 6, vous n'aurez pas l'onglet avec indicateurs élémentaires à remplir. Ici, nous avons quelques exemples comment les rapports programmatiques vont construire, donc présenter cet indicateur élémentaire et comment ils vont être agrégés pour l'indicateur de couverture. Spécifiquement, donc nous pouvons voir qu'il y a deux indicateurs de CM1A N et CM1A2, donc numérateur et dénominateur, que les valeurs pour les deux, ils servent à calculer automatiquement les résultats pour l'indicateur CM1A. Et c'est l'indicateur standard qui va apparaître dans l'indicateur de couverture et avoir une visualisation complète de numérateur et dénominateur qui était fourni dans l'indicateur élémentaire de couverture. Également, nous pouvons avoir les indicateurs élémentaires qui peuvent utiliser plusieurs fois pour composer différents indicateurs standards de couverture et en calculer les résultats. L'exemple est présenté par ici avec les indicateurs de TCS en point 1. Maintenant, nous allons vous présenter quelques points importants concernant l'indicateur de couverture. Donc, indicateur standard de couverture, spécifiquement quelques points importants liés aux périodes de mise en œuvre des cycles de soumission 7. Les indicateurs qu'ils vont être présentés, ils vont être déjà composés à partir d'indicateurs élémentaires. Comme nous avons déjà vu, le moment que le numérateur et le dénominateur étaient saisis, cet indicateur, il va être transformé et visualisé. Les résultats vont être visualisés pour les indicateurs de couverture applicables dans l'onglet indicateurs de couverture. Important à noter aussi que les résultats sont calculés automatiquement à partir des résultats des indicateurs élémentaires et pré-remplis. Donc, on n'a pas la nécessité de remplir les mêmes résultats, encore une fois, parce qu'ils vont être déjà visualisés et remplis. Important à noter finalement, si le changement aussi, la mise à jour, ce sera nécessaire. Donc, les résultats visibles sur cette page, mais c'est les résultats que les récipiendaires principaux doivent corriger sur la page d'indicateurs élémentaires. Donc, l'indicateur standard de couverture vraiment va visualiser l'agrégation totale des indicateurs élémentaires de couverture. Pour l'indicateur personnalisé de couverture, période de mise en œuvre des cycles de soumission 7 et indicateur de couverture de cycle de soumission 6, qui inclut également VIH, tuberculose, paludisme et C19RM. Donc ici, on a vraiment le même processus que nous avons aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'indicateur élémentaire pour les indicateurs personnalisés de cycle de soumission 7, 6 et C19RM. Et les indicateurs de couverture sont déjà prêts pour les rapports, sont pré-remplis dans cet onglet. Donc, le récipiendaire principal pourra accéder directement sur cet onglet. Finalement, les résultats de ces indicateurs, ils sont communiqués directement dans l'onglet indicateurs de couverture, comme c'est déjà le cas dans notre résultat, le rapport des résultats actuels RATD en cours. Finalement, les indicateurs vont être éditables dans l'onglet indicateurs de couverture.
Donc, c'est le changement vraiment lié au indicateur de couverture de cycle de soumission 7, donc indicateur standard de cycle de soumission 7. Maintenant, nous allons vous présenter la section des rapprochements de la trésorerie, qui est applicable dans toutes les pages chèques du cycle de soumission 7, 6 également, période de mise en œuvre du cycle de soumission 6 avec C19 RM ou C19 RM seulement. Donc, tout d'abord, le rapprochement de trésorerie utilise les données financières nécessaires qui vont permettre d'avoir le calcul du solde de trésorerie du récipiendaire principal à la fin de la période couverte par le rapport. La structure globale est harmonisée sur les 4 trimestres. Donc, comme nous avons déjà vu, les résultats sont cumulatifs. Et donc, nous pouvons voir les résultats qui étaient fournis par récipiendaire principal à trimestre 1, 2, 3 jusqu'à fin d'année et vont permettre d'avoir la visibilité complète. En plus, l'onglet de rapprochement de la trésorerie est reproduit chaque trimestre. Donc, dans la même manière, à l'exception du rapport de clôture financière, dans lequel nous aurons quelques informations supplémentaires sur le rapprochement de la trésorerie. Donc, nous allons voir que vraiment les résultats fournis vont être intégrés dans les rapports déjà fournis par récipiendaire principal et nous allons voir que cet onglet est disponible aussi dans tous les rapports annuels. Un flux de sources multiplié d'un financement est introduit pour le suivi des entrées et des sorties de fonds à différents niveaux de sources de financement. Donc, cet élément va être important pour les cycles de soumission 6, par exemple, qui ont déjà le titre de financement C19RM, qui permettent d'avoir cette ventilation et permettre de fournir des résultats spécifiquement liés au C19RM. Finalement, une nouvelle section sur les remboursements est présentée et incorporée pour traiter la triangulation des écarts au moment du RADD. Nous allons voir quels sont les postes qui sont applicables dans cette section. Ici, nous avons visualisation de rapprochement de la trésorerie sur le page chèque. C'est important à noter que section des états de rapprochement des soldes de trésorerie, donc elle commence avec le début de la période actuelle visée dans le rapport financier et ventilation verticale des sources de financement est déjà présentée. Donc, si nous avons, par exemple, le financement relevant de C19RM, cette section va être visualisée et les récipiendaires principaux peuvent fournir les résultats et donner également les commentaires qui sont nécessaires. Je continue. Donc, la section des recettes de la période de mise en œuvre est également ventilée dans les manières qui permettent de saisir les données pour les ressources ordinaires et financement relevant du 19 RM. Et cette partie reste vraiment inchangée. Donc, c'est la même partie, la même information qui est déjà demandée et le récipiendaire principal fournit cette information déjà aujourd'hui. Je continue. La deuxième partie de la section sur les recettes est plus détaillée, montre les remboursements pertinents du récipiendaire principal. Donc, cette section, elle est vraiment détaillée où le récipiendaire principal vont fournir tous les résultats sur le remboursement des tiers reçus au niveau du récipiendaire principal ou un remboursement des sous-récipiendaires reçus, etc., et fournir les résultats et commentaires. Je continue avec section 3, avec les sorties de fonds de la période de mise en œuvre. Également ici, nous allons voir qu'il y a la ventilation des sources de financement qui va permettre de fournir les résultats directement dans les sections nécessaires. Pour la prochaine section, donc, nous avons les sections d'ajustement de rapprochement pour récipiendaire principal seulement à remplir. Donc, il inclut autres ajustements correspondant au rapprochement ou aucun perte d'échange net lié. Et aussi la section 5 que spécifiquement va se focuser sur le calcul final de fin de la période actuelle visée dans le rapport financier, où le récipiendaire principal va être complété les commentaires nécessaires pour justifier les données déjà saisies. Finalement, la section B va inclure la section avec les cartes entre les relevés bancaires et les soldes de trésorerie de récipiendaire principal.
Ça va aussi inclure l'écart entre les rapprochements bancaires et les sorts de trésorerie de récipiendaire principal. En cas de divergence, les commentaires ce seront obligatoires pour récipiendaire principal à fournir. Finalement, la section, deuxième section financière est section d'avance ouverte. Cette section permet à récipiendaire principal de fournir les résultats pour les sorties de fonds pour lesquelles aucune dépense correspondante n'était pas constatée par récipiendaire principal. Donc, spécifiquement pour les rapports de trimestre 1, 2 et 3, rapport simplifié sur les avances ouvertes par source de financement est demandé. Également, le rapprochement détaillé des avances ouvertes est demandé au trimestre 4. Donc ici, nous avons également la ventilation par ressources ordinaires et financement relevant de 19 RM, en cas ce sera nécessaire. Et récipiendaire principal va fournir les résultats dans les postes 14.1, 2 et 3. Maintenant, je vais revenir sur les rapports au titre de financement de C19RM et de cycle de subvention 6. Les pages check ont été mises à jour pour inclure les rapports sur les cadres de performance de C19RM également. Ça inclut les mesures de suivi de plan de travail et ces mesures vont contenir seulement les mesures de suivi de plan de travail avec les jalons cibles à atteindre durant les périodes visées par le page check. C'est important à noter. Deuxième point important, donc partie des pages de cycle de subvention 6, les formulaires vont être également comprendre les indicateurs de couverture cycle de subvention 6 pour VIH, tuberculose, paludisme, plus les sections sur les mesures de suivi de plan de travail de C19RM. Donc les deux onglets vont être visualisés et disponibles pour le récipiendaire principal. Pour les cas où nous avons le cycle de subvention 6, la mise en œuvre du cycle de subvention 6 avec C19RM seulement, le formulaire va contenir sûrement l'onglet de mesures de suivi de plan de travail de C19RM. Finalement, les rapports financiers vont rester inchangés. Donc, les deux onglets de rapprochement de trésorerie et avances ouvertes vont être visualisés dans tous les cas et tous les rapports de cycle de subvention 6 et cycle de subvention 6 avec C19RM ou C19RM seulement. Ici, nous avons un récapitulatif de onglets qui sont nécessaires pour la période de la mise en œuvre du cycle de subvention 6 avec C19RM ou C19RM seulement. Et maintenant, je vais vous guider sur mesures de suivi de plan de travail. Donc, spécifiquement ici, comme nous avons déjà vu, les mesures de suivi de plan de travail sont pré-remplies. Donc, si la date de fin des jalons cibles tombe dans la période visée par le page check, il va apparaître dans cet onglet. Le récipiendaire principal doit sélectionner l'une des 4 statuts pour chaque mesure de suivi de plan de travail. Donc, pas de mesure lancée en cours, etc. Et le score va être pré-rempli en fonction des statuts sélectionnés. Finalement, le récipiendaire principal doit produire une analyse de performance sur le progrès réalisé en formulant des observations et les points suivants. Donc, fournir les commentaires sur le progrès ou donner les justifications. Maintenant, nous allons voir un peu plus de détails concernant le processus de page check en fonction de dépôt, en fonction de tout d'abord accès, en fonction de saisie de données et en fonction de envoi des page check au Fonds mondial dans les portails des partenaires. Tout important à noter que la procédure n'a pas changé vraiment. Donc, le récipiendaire principal accède à leur page check en ligne sur la page de portail des partenaires et le récipiendaire principal va recevoir une notification qui va permettre d'accéder au formulaire de page check en ligne, le remplir et le déposer et envoyer au Fonds mondial. Le moment que le Fonds mondial a reçu le page check, il va examiner l'information et compléter le processus avec la validation des données. Maintenant, je vais vous expliquer comment nous pouvons accéder à notre page check en ligne. Donc, le moment que vous recevrez votre notification, vous aurez un lien avec accès au portail des partenaires.
Vous cliquez sur le cube Rubik pour accéder aux applications et sur l'application, sur le nouveau onglet, vous aurez l'application Pair Reporting. Donc, vous pouvez cliquer sur le Pair Reporting directement. Et le moment que c'est fait, vous aurez un nouveau onglet avec visualisation de toutes les pages chèques qui sont disponibles pour vous à remplir. Donc, dans ces cas-là, nous allons cliquer sur la case contenant la subvention et nous allons voir qu'il y a dans la page dédiée à ces rapports, la page dédiée à ces pages chèques, il y a quelques informations importantes à noter. Donc, tout d'abord, nous avons l'onglet télécharger, joindre, formulaire en ligne, envoyer et aide. Donc, pour accéder au formulaire en ligne, les récipiendaires principaux doivent cliquer formulaire en ligne et le nouveau onglet va être disponible pour le récipiendaire principal à accéder au page chèque en ligne. Et deuxième onglet important, deuxième point important, c'est l'existence d'onglet aide. Donc, pour l'obtenir l'aide, il y a le bouton qui va permettre à un récipiendaire principal de demander l'aide et déclencher l'envoi d'un courrier électronique à notre équipe d'assistance. C'est important à noter que ces deux éléments sont présents. En plus, un récipiendaire principal peut télécharger les documents qui étaient déjà fournis par Fonds mondial et joindre des documents supplémentaires qui seront nécessaires à déposer avec le page chèque. Maintenant, nous allons vous présenter quelques éléments importants sur le formulaire en ligne. Donc, tout d'abord, important à noter en haut de la page à droite, si vous êtes connecté à Internet. Donc, c'est important à noter que les données qui étaient déjà saisies sont sauvegardées automatiquement, mais si vous notez par exemple que vous êtes hors ligne, offline, vous avez saisi quelques données, ces données vont être stockées localement et le moment que vous êtes reconnecté à la page Internet, à votre Internet, donc ces données vont être sauvegardées dans le page check automatiquement. Deuxième point est visualisation de deux sections à gauche, section programmatique et financière, qui va inclure tous les onglets que nous avons déjà vus aujourd'hui. Donc, indicateur élémentaire de couverture applicable pour le cycle de soumission 7, indicateur de couverture, donc mesure de suivi de plan de travail pour les C19 RM en cas ce sera applicable, et section financière avec rapprochement des soldes et avance ouverte. Donc, par exemple, avec indicateur élémentaire de couverture, nous pouvons saisir les résultats en cliquant sur le lien « Fournir des résultats ». Les moments que nous avons cliqué, il y a un nouveau onglet qui s'affiche où le récipiendaire principal peut fournir les résultats directement, saisir les données et fermer la page. Les données vont être sauvegardées automatiquement. Maintenant, nous allons voir la présentation vidéo de la démonstration avec la saisie de données. Bonjour, bienvenue à cette démonstration où nous allons expliquer comment le récipiendaire principal peut saisir et ajuster les données pour le page check en ligne. Veuillez noter que l'information présentée est visualisée seulement pour la démonstration et ne représente pas les valeurs réelles de subvention. Je me suis connectée au portail de partenaires en tant qu'utilisateur du récipiendaire principal. Sur la page principale, je clique sur mon page check en cours. Une fois à la page accédée, je clique sur l'onglet Formulaire en ligne pour accéder au page check. Le formulaire est maintenant disponible dans un nouveau onglet. Il y a quelques points importants à noter sur cette page. En haut de la page, à droite, cette icône m'indique si la page est actuellement connectée à l'Internet. En cas le statut indique offline ou hors ligne, je serai en mesure de continuer mon travail sur le page check et l'information déjà saisie est sauvegardée localement sur la page jusqu'à le moment quand je vais me reconnecter encore une fois à l'Internet. En ces moments-là, les données seront sauvegardées. La page me permet de sauvegarder les données automatiquement au moment où je saisis l'information dans le champ différent et je clique hors de la cellule. Je peux également cliquer sur Sauvegarder pour sauvegarder l'information instantanément. Finalement, pour actualiser la page, je peux cliquer sur le bouton Actualiser le formulaire.
Maintenant, nous allons saisir quelques données. En tant qu'utilisateur, je navigue mon PulseCheck et je me dirige vers le menu à gauche où les deux sections sont disponibles, section programmatique et section financière. En cliquant sur les petites flèches à gauche, on fait apparaître ou disparaître les onglets qui se trouvent sous chacun d'elles. Veuillez noter que les sections indicateurs élémentaires de couverture sont seulement disponibles pour les périodes de mise en œuvre de cycle de soumission 7. Je clique sur ce sous-onglet et les indicateurs sont disponibles. Pour fournir des résultats, je clique sur le lien « Fournir des résultats ». Nouvelle fenêtre est disponible où je peux saisir les données. Et puis fermer en cliquant « Fermer ». Ensuite, je passe sur l'onglet « Indicateurs de couverture » où je peux saisir les données de la même façon. Sous la section financière, les deux onglets sont disponibles, rapprochement des soldes et avance ouverte. Je vais d'abord accéder à l'onglet rapprochement des soldes. Et je peux saisir mes données directement dans le champ fourni. Et notez que l'information est sauvegardée automatiquement. L'onglet avance ouverte fonctionne de la même façon. Maintenant, je vais procéder avec le PulseCheck de cycle de soumission 6 à un trait en financement au titre de 19 RM. Dans ce PulseCheck, je clique Formulaire en ligne. Puis notez la différence dans la représentation des sections programmatiques. L'onglet Indicateur élémentaire de couverture n'est pas disponible car il est seulement applicable pour le cycle de soumission 7. Également, dans ces cas, nous avons l'onglet Mesures de suivi du plan de travail. Ici, je peux accéder à toutes les activités clés par intervention et catégorie, ainsi que je peux saisir les statuts et mes commentaires. Une fois toutes les données sont saisies dans tous les onglets, je vais vérifier si les messages d'erreur sont présents. Nous allons expliquer cette étape dans la démonstration suivante. Je vous remercie de m'avoir suivi. OK, donc nous sommes revenus sur notre PulseCheck en ligne et nous allons voir maintenant comment le récipiendaire principal peut valider des données. Donc, spécifiquement ici, nous avons la validation pour indicateur élémentaire de couverture. Donc, afin que le récipiendaire principal puisse compléter le PulseCheck, il faut valider chaque onglet. Donc, par exemple, ici, nous allons valider le formulaire et il y a déjà les messages d'avertissement qui indiquent quels sont les éléments manquants et peut-être le récipiendaire principal, il doit fournir les justifications. Donc, si je continue avec la validation, je clique pour voir l'ensemble des erreurs et des avertissements. Et je peux voir, par exemple, ici, que les résultats doivent être indiqués et description de l'avertissement et d'erreur. Il va me guider sur l'information qui est manquante auquel l'action nécessaire pour corriger l'erreur ou pour résoudre le message d'avertissement. Nous aurons également la justification, la section où récipiendaire principal, il peut fournir les commentaires et en cas ce sera nécessaire.
Pour revenir de règles de validation, nous avons déjà parlé que nous aurons deux types de messages, donc un message d'avertissement et un message d'erreur. Donc, pour revenir sur le point qu'un message d'avertissement va permettre à récipiendaire principal de continuer la procédure et déposer le formulaire, dans ce cas-là, le récipiendaire principal doivent vérifier les données qu'il était déjà saisies et, en cas nécessaire, fournir la justification ou corriger les données. Avec le message erreur, par contre, le récipiendaire principal ne peuvent pas déposer le formulaire tant que l'erreur n'était pas corrigée. Donc, c'est vraiment important à noter. Et bien sûr, le message d'erreur ou le message avertissement vont avoir tous les détails pour le récipiendaire principal à comprendre quel changement est nécessaire ou où ce message il doit être résolu. Donc, dans les sections de validation, nous allons voir tous les détails dans notre démonstration. Important à noter que les règles de validation avertissent les utilisateurs pour que les données programmatiques soient saisies correctement. Donc, ici, nous avons l'exemple de message d'avertissement qui est lié au programme et d'action requises pour les indicateurs de couverture spécifiquement. Donc, les avertissements nécessitent une correction ou un commentaire justificatif. Par contre, le récipiendaire principal peut continuer. Et pour les résultats manquants, l'utilisateur vérifie si aucun résultat n'était pas fourni jusqu'à présent pour cette période, ou peut-être il s'agit d'une omission. Et si les résultats doivent être saisis, mais peut-être par contre n'est pas encore disponible, donc l'utilisateur doit fournir un commentaire justificatif. Deuxième type de message d'avertissement peut être dans le cas si le numérateur est plus grand que le dénominateur. L'utilisateur modifie dans ces cas-là les résultats et les données si les données sont incorrectes. Ou par exemple, s'il ne s'agit pas d'une heure et l'utilisateur doit juste fournir le commentaire justificatif. Finalement, pour les indicateurs apparentés et interreliés, l'utilisateur modifie les résultats si les données sont incorrectes et l'utilisateur fournit un commentaire justificatif s'il sera nécessaire. Ici, nous avons quelques exemples de messages d'avertissement qui vont nécessiter une correction ou commentaire justificatif pour les résoudre. Maintenant, je vais revenir sur messages d'erreur qui sont liés au programme et actions requises. Donc ici, nous avons la visualisation de messages d'erreur qui nécessitent la correction de données avant que un récipiendaire principal puisse continuer la procédure et continuer avec le pulse check. Donc, comme j'ai déjà dit, les messages d'erreur doivent être corrigés et ces règles permettent de vérifier que les indicateurs apparentés ont les mêmes valeurs et le système n'enregistre pas les données qui ne sont pas correctes et ne permettent pas l'envoi de le formulaire si les valeurs qu'il était déjà présentées, s'ils ne sont pas les mêmes. Donc, c'est important à noter qu'ils permettent d'améliorer la qualité de données qui était fournie par récipiendaire principal. Pour visualisation des règles de validation, donc il y a quelques types de règles de validation supplémentaires. Donc ici, nous avons les descriptifs, par exemple, pour les messages d'erreur, si les champs de valeur doivent être remplis ou il y a l'information manquante sur le poste spécifique. Et ces messages d'erreur et messages d'avertissement vont être présentés sur l'onglet rapprochement de la trésorerie. Donc, le même principe, les messages erreur bloquent l'envoi jusqu'à la correction. Messages d'avertissement vont permettre de corriger les résultats et fournir commentaires justificatifs et récipiendaire principal peuvent continuer avec le pulse check, avec la procédure de pulse check. Finalement, pour les avances de liquidité, avances ouvertes, nous avons également un message d'erreur qui est présenté, spécifiquement lié à nécessité de remplir tous les champs qui sont disponibles pour le séminaire principal et saisir les données avec un nombre spécifique ou 0. Maintenant, nous allons procéder avec démonstration de vidéo. Comment le récipiendaire principal il va valider les données. Bonjour, bienvenue à cette démonstration
où nous allons expliquer comment le récipiendaire principal peut réaliser les validations de données saisies dans le formulaire en ligne. Veuillez noter que l'information présentée est visualisée seulement pour démonstration et ne représente pas les valeurs réelles de subvention. Je me suis connectée autant que le récipiendaire principal et j'ai déjà accédé à l'onglet Rapprochement des soldes. J'ai déjà complété tous les champs requis et j'aimerais contrôler qu'il n'y a pas des erreurs au message d'avertissement. Pour compléter cette étape, je clique sur le bouton « Valider le formulaire ». En cliquant sur l'intitulé, dans la ligne, je note que 3 messages avec les triangles rouges et un message avec triangle jaune sont présents. La différence entre les messages d'erreur et l'avertissement est que les messages de rouge vont bloquer le processus et je ne pourrai pas déposer mon PALCheck au Fonds mondial. Je devrais modifier les données qui sont causées ce message pour la résoudre. Le message d'avertissement jaune ne va pas me bloquer par contre. Je pourrais changer les données qu'il a causées ou par ailleurs saisir la justification qui va me permettre de procéder avec le dépôt de PALCheck. Dans ce cas, le premier message m'indique que pour la poste 9.4, il existe une variance et il faut que je saisisse le rationnel dans le champ de commentaires sur la poste 9.4. Je vais naviguer sur la poste 9.4. Et saisir le commentaire. Puis je vois que le message d'avertissement jaune m'indique que les valeurs négatives étaient sous la poste 5.1. Dans ces cas, c'est nécessaire de saisir les valeurs positives ou justifications pour les valeurs négatives. Je me navigue sur la poste 5.1 et je vais saisir la justification. Les 2 messages d'erreur suivantes sont présents car je n'ai pas encore joint les documents obligatoires pour déposer le PALCheck, comme relevé bancaire au document équivalent, ainsi l'état de rapprochement bancaire. Maintenant, je vais naviguer sur l'onglet « Joindre » et joindre ces documents. Je vais sélectionner la langue et le type de document. Et enregistrer et fermer. Finalement, je vais revenir sur le formulaire en ligne et cliquer sur le bouton « Valider le formulaire ». Les validations pour la section programmatique fonctionnent de la même façon. Ici, je peux noter qu'il y a un message d'erreur et un message d'avertissement. Le message d'erreur, il m'indique que le numérateur d'indicateur HTS5 ne doit pas être supérieur au numérateur d'indicateur TCS 1.1. Il faut que je modifie les données par conséquent. Pour résoudre le message d'erreur, je vais naviguer sur l'indicateur HTS5. Cliquez « Fournir des résultats » et modifier le numérateur qui ne dépasse pas le numérateur d'indicateur TCS 1.1. Je me reviens vers la section de validation et pour le message d'avertissement, c'est nécessaire de saisir la justification.
Maintenant, je procède avec validation de formulaire. Et je peux noter que le message d'erreur est disparu. Je peux procéder pour l'étape suivante. Je vais procéder avec validation des sections et onglet pour résoudre tous les messages restants pour déposer le pulse check au Fonds mondial. Nous allons expliquer cette étape dans la démonstration suivante. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous avons complété notre pulse check. Nous avons eu la chance de valider la section et maintenant nous allons procéder avec envoi de pulse check. Dans cette visualisation, nous pouvons noter que ces pulse check nécessitent encore la correction des erreurs. Donc, nous pouvons suivre la procédure de validation et corriger les erreurs qui étaient affichées pour les résoudre et procéder avec le pulse check. Maintenant, nous allons voir le processus d'envoi de pulse check dans la démonstration suivante. Bonjour, bienvenue à cette démonstration où nous allons expliquer comment le récipiendaire principal peut déposer le pulse check au Fonds mondial. Veuillez noter que l'information présentée est visualisée seulement pour les démonstrations et ne représente pas les valeurs réelles de subvention. Je me suis connectée autant que l'utilisateur du récipiendaire principal. J'ai déjà complété toutes les sections dans le formulaire en ligne et déjà procédé avec validation de pulse check. Mon pulse check est prêt à être déposé. Pour le déposer, je clique sur l'onglet Envoyer. Cette section présente le sommaire de tous les messages d'erreur et les messages d'avertissement pour les sections programmatiques et financières, ainsi que tous les documents joints à mon pulse check. À un moment que j'élargis la section programmatique, je note que les deux onglets sont déjà validés et sont prêts à être déposés. Quand j'élargis la section financière, je note qu'il y a un message d'avertissement dans la section de rapprochement des soldes. Pour mieux comprendre comment je peux la résoudre, je clique sur le bouton « Aller à la sous-section ». Je note dans la validation que la poste 5.1 nécessite une justification. En revenant sur la section de documents obligatoires, je note que l'état de rapprochement bancaire est actuellement manquant. Pour joindre les documents, je vais cliquer sur l'onglet « Joindre ». Et puis, joindre les documents nécessaires. Sélectionnez la langue et le type de rapport. Enregistrer et fermer. Une fois les documents est fournis, je suis prête à déposer mon pulse check au Fonds mondial. Je vais revenir sur l'onglet « Envoyer » et cliquer « Envoyer le formulaire au Fonds mondial ». Maintenant, nous allons procéder avec visualisation finale de processus et également toutes les notifications qui vont être disponibles au récipiendaire principal pour suivre le processus de pulse check. Donc, nous allons voir que le moment que le Fonds mondial envoie le formulaire de pulse check formulaire de pulse check pour remplir, donc le récipiendaire principal il va être avisé avec une notification que le pulse check est disponible.
À ce moment-là, le récipiendaire principal peut déjà accéder le formulaire en ligne et compléter ou commencer à travailler sur le pulse check. Important à noter que pour le pulse check, un récipiendaire principal aura 35 jours maximum à la fin de période pour compléter et déposer le pulse check au Fonds mondial. Également, le rappel d'envoi du pulse check 5 jours avant la date limite d'envoi et également à la date limite d'envoi si le pulse check n'était pas encore envoyé au Fonds mondial vont être envoyés au récipiendaire principal. Le moment que le récipiendaire principal a rempli le pulse check, complété les validations et envoyé le pulse check au Fonds mondial, le Fonds mondial va examiner l'information. Donc, il y a quelques notifications qui vont suivre ce processus. Donc, la gestionnaire du portefeuille de fonds ou responsable programme et assistant au portefeuille de Fonds mondial peuvent demander un nouvel envoi de pulse check complète, par exemple si l'information doit être corrigée. Mais si l'information qui était fournie par le récipiendaire principal est complète et peut être validée, les informations sont validées par le Fonds mondial et à ce cas-là, une notification finale informant que le pulse check a été validé va être envoyée au récipiendaire principal. Maintenant, je vais vous guider sur les prochaines étapes et ressources qui vont être disponibles pour vous pour compléter cette séance d'information que nous avons aujourd'hui. Donc, important à noter, les séances d'information est enregistrée et les diapos et les séances d'information vont être postulées sur notre site d'Internet du Fonds mondial. Donc, aujourd'hui, nous avons une séance d'information. Comme j'ai déjà indiqué, cette information va être enregistrée. Et en plus, nous avons déjà eu les séances d'information en anglais la semaine passée. En mois de juin, nous allons présenter les changements qui sont liés au rapport des résultats actuels. La date va être déterminée plus tard et bien sûr, nous vous communiquerons cette date au temps opportune. Cette séance, il va être également disponible pour ALF et ICN et elle va être suivie par séances de questions, sections de questions comme nous avons aujourd'hui. En mois de novembre, nous avons également la séance qui est prévue pour vous présenter les changements liés au RADD. Donc, cette séance d'information va présenter les changements de contenu qui vont être intégrés pour RADD pour la fin d'année. Et donc, comme j'ai déjà indiqué, toutes les séances d'information vont être enregistrées. Également, les diapos vont être disponibles pour vous à accéder. Finalement, quelques détails supplémentaires sur les ressources qui vont être disponibles pour vous. Spécifiquement, vous aurez l'information plus détaillée sur le système et donc instruction de contenu de pulse check avec toutes les indications de règles de validation, de messages d'avertissement et bien sûr l'exemple de pulse check avec supplémentaire de guide de taille de partenaire pour vous guider mieux avec orientation détaillée sur les étapes du système pour le récipiendaire principal et bien sûr les démonstrations visuelles que nous avons déjà à vous présenter aujourd'hui vont être disponibles pour vous. En plus, il y a quelques matériels qui sont déjà disponibles pour vous, comme manuel du cadre modulaire de cycle de soumission 7, des fiches d'information sur les indicateurs cycle de soumission 7 et un manuel du cadre modulaire C19RM avec les fiches d'information sur les indicateurs de C19RM déjà disponibles et vous pouvez accéder sur le site internet du Fonds mondial. Maintenant, nous allons procéder avec section de notre question. Je pense que nous sommes prêtes à passer sur les questions qui étaient déjà posées et postulées sur notre chat. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Fadil Ramjanale, qui est le responsable financier pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et Isabelle Yarsine, qui est spécialiste en suivi et évaluation dans l'équipe de suivi, évaluation d'analyse de pays, qu'ils vont être aussi disponibles pour répondre à vos questions.
D'accord. Donc, la question est quand exactement les présentations seront-elles publiées sur le site web? Donc, toutes les informations qui étaient déjà présentées aujourd'hui vont être postulées sur notre site dans les semaines prochaines. Est-ce que nous allons recevoir un email de rappel de soumission ou est-ce que nous avons sur des délais? Et comme je vous avais déjà présenté, oui, donc vous aurez une notification 100 jours avant la date limite. Et également, sur la date limite, vous aurez une notification supplémentaire si votre équipe n'a pas encore déposé le pulse check. Question suivante. Je comprends d'après le schéma de la diapo 11 que le C19RM restera attaché au cycle de soumission 6 dans les rapports et le cycle de soumission 7 aura donc un rapport indépendant. Oui, c'est correct. Donc, le C19RM reste sous le GC6 au cycle de soumission 6 jusqu'à la date limite d'utilisation. Donc, le cycle de soumission 7 au GC7 reste indépendant. C'est correct. Je procède avec la question suivante. Comment sera transmis le rapport de progrès à la commission de suivi stratégique de CCM? Donc, la présentation et l'analyse des rapports de progrès suivent les règles établies par le CCM et auxquelles les récipiendaires principaux doivent adhérer. Donc, la bonne pratique qui est conseillée est que chaque récipiendaire principal doit soumettre au CCM ou son comité de suivi stratégique les résultats de PUDR ou RADD pour commentaires, clarifications et mise à jour avant l'envoi au Fonds mondial et transmission aux équipes de pays. C'est important à noter que c'est pratique qui est recommandée. Quel est le nombre maximum de personnes par récipiendaire principal qui pourront avoir un droit d'accès au formulaire en ligne pour entrer ou modifier les données? Donc, il n'y a pas vraiment de contrainte système en termes de nombre d'utilisateurs, mais important à noter et vérifier vos données relatives à l'entité de soumissionner si vous avez besoin d'ajouter les utilisateurs. Donc, aujourd'hui, nous avons deux types d'utilisateurs. C'est le type de qu'il peut modifier et, les données et qu'il peut déposer les données. Donc, déposer les données, c'est vraiment envoyer en fonds mondial, mais ça permet aussi d'ajuster les données si ce sera nécessaire. Par exemple, votre équipe déjà complété le pulse check, mais vous êtes la seule personne qui a le droit d'envoyer et déposer le pulse check au fonds mondial. Si vous voyez qu'il y a les corrections peut-être qui sont nécessaires, vous pouvez les également ajuster dans ces pulse check avant que vous envoyiez ce pulse check au fonds mondial. Donc, la question, est-ce que les indicateurs de couverture sont renseignés trimestriellement? Et la réponse est, pour les rapports de pulse check, seule une sélection des indicateurs du cadre de performance est incluse pour le repartage trimestriel. Donc, c'est important à noter que le cadre de performance peut avoir, par exemple, beaucoup plus d'indicateurs, mais par contre, le pulse check, c'est vraiment une sélection d'indicateurs qui est demandée au récipiendaire principal à fournir les résultats. Par contre, au trimestre 2, avec les résultats des rapports actuels, le récipiendaire principal va fournir les résultats qui vont être demandés avec les indicateurs de couverture qui suivent le cadre de performance pour cette période-là. La question, donc, comment peut-on corriger les erreurs de pulse check au trimestre 1 dans le résultat actuel ou du trimestre 2? Donc, pour la partie programmatique, peut-être Isabelle, est-ce que vous voulez peut-être vous présenter et prendre cette question-là? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour. Bonjour à chacun. Donc, effectivement, le système permet au PR donc de vérifier les données, on va dire, du trimestre 1. Et puis, lors du rapport au trimestre 2 ou semestre 1, il est possible donc de corriger cette erreur. Les champs seront à ce moment-là, il sera possible d'éditer les champs et de faire une correction de ces résultats précédents. Donc, la correction et la mise à jour des résultats n'est possible que pour le cycle de subvention 7. Donc, pas pour le cycle de subvention 6, ni pour le C19RM. Et les PR pourront donc apporter ces corrections aux données 2 fois par an.
une fois donc lors du semestre 2 pour les rapports. Enfin, je pense qu'on peut peut-être le mettre de manière plus claire. Enfin, dans la présentation, ça, comment dire, l'information est clairement dite, mais au trimestre 2, on peut corriger les données du trimestre 1. Au trimestre 4, on peut corriger les données des trimestres 1, 2 et 3. J'espère que j'ai répondu clairement. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Et nous avons aussi également la question pour la partie finance. Donc, peut-être, Fadil, est-ce que vous voulez vous présenter et prendre cette question-là? Merci beaucoup, Alena. Donc, pour la partie finance, il faut savoir que les rapports financiers sont remplis de façon cumulative annuellement. C'est-à-dire que le rapport du T1, par exemple, ne va contenir que le rapport de la trésorerie et prendra en considération, si on prend une subvention qui va de janvier à décembre, donc le premier trimestre du 1er janvier au 31 mars. Par contre, quand le rapport du T2 va arriver, donc c'est le PIU classique, donc à ce moment-là, ça sera les dépenses qui ont été enregistrées du 1er janvier au 30 juin qui seront renseignées. Et ainsi de suite jusqu'à la soumission d'un rapport PIUDR où là, on aura le solde de trésorerie pour l'année qui sera validé. Et c'est ce solde de trésorerie qui viendra en ouverture pour l'année 2 et ainsi de suite pour l'année 3. Maintenant, s'il y a une correction apportée par rapport à des informations suite à un PIUDR qui a déjà été soumis, donc on fait comme d'habitude et le changement va s'opérer dans le rapport suivant. Donc, soit le rapport du T1, T2, T3 ou le PIUDR qui viendra à la fin de l'année 2. Mais on ne va jamais réouvrir les rapports qui ont été soumis et validés des trimestres antérieurs. Tous les changements se feront par ajustement de façon prospective dans les rapports subséquents. Merci, Alena, à vous. Merci, Fadil. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Et donc, je pense, Isabelle, je vais revenir vers vous avec la question suivante. Il nous faut des explications sur le fonctionnement du système ADEX. Donc, nous avons déjà vu que le système ADEX va être présenté seulement pour les soumissions spécifiques, mais peut-être, Isabelle, vous pouvez fournir plus de détails. Oui, c'est vrai qu'il aurait été bien d'avoir le diapo, mais en fait, le système ADEX, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui va permettre une transmission de données de certains indicateurs à partir du système national d'information sanitaire directement dans le portail du Fonds mondial. Alors, le Fonds mondial ne pourra jamais lui-même chercher les données qui sont disponibles dans le système national d'information sanitaire, mais c'est les indicateurs qui seront sélectionnés et que les programmes nationaux pourront envoyer directement à travers ce système d'échange de données dans le portail du Fonds mondial. Alors, c'est une explication très basique, mais c'est ainsi que ça va fonctionner. Et certains pays vont être inclus dans ce système cette année. Merci. C'est vraiment une explication basique, mais j'espère que cela vous suffit. Sinon, mettez une question dans le chat. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Nous allons revenir vers nos questions. Et donc, la question prochaine, c'est est-ce qu'on rapporte les résultats de tous les indicateurs élémentaires de couverture du cadre de performance, EPF, au moment du pulse check, ou seulement une sélection comme c'est le cas actuellement? Donc,
tout à fait correct. Donc, seule une sélection d'indicateurs est incluse dans le pulse check au trimestre 1 et trimestre 3. Et comme nous avons déjà parlé, donc au trimestre 2 et trimestre 4, c'est le moment où tous les indicateurs qui sont applicables, qu'ils suivent la carte de performance, vont être présentés au récipiendaire municipal pour fournir les résultats. Question suivante, pouvez-vous nous donner le lien pour la présentation en anglais, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, également, la présentation en anglais va être disponible pour vous accéder. C'était la session des semaines passées. Et les diapos et la séance d'information vont être publiées sur la page d'Internet du Fonds mondial. Question suivante. Dans nos cadres de performance, les cibles sont semestrielles et dans le pulse check, on rapporte les résultats atteints trimestriellement. Cela se corrige quand nous rapportons les données au trimestre suivant. Étant donné que cette fois-ci, nous ne rapportons le pulse check que trimestre 1 et trimestre 3, allez-vous revoir les cibles pour les faire correspondre aux cibles trimestrielles pour les indicateurs? Donc, je pense peut-être, Isabelle, est-ce que vous pouvez peut-être fournir un peu plus de détails concernant cette question? Merci. Oui, merci pour la question. Donc, là, on a deux choses. D'une part, les cibles du cadre de performance sont semestrielles ou annuelles, donc selon l'indicateur ou la fréquence de rapportage choisi. Cela ne change pas du tout. Et puis, il n'y a pas de cible trimestrielle dans le pulse check. Donc, il n'y a aucune nécessité, il ne se sera jamais demandé d'avoir des cibles trimestrielles pour les indicateurs standards dans le cadre de performance. Maintenant, vous savez que pour le C19RM, il y a des cibles, mais pour les mesures de suivi du plan de travail, certaines mesures de suivi du plan de travail sont trimestrielles. Et dans ce cas, elles seront donc incluses dans les pulse checks. Maintenant, les résultats pour les indicateurs sélectionnés pour le rapportage trimestriel donc, seront fournis au trimestre 1, au trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4. Ça, on parle des résultats des pulse checks. Ensuite, les résultats des autres indicateurs du cadre de performance, donc ceux qui ont un cycle de rapportage. Oh là là, je me suis trompée. Les résultats des autres indicateurs du cadre de performance qui ont un cycle de rapportage semestriel seront donc rapportés au semestre 1 et au semestre 2. Et les indicateurs qui ont un cycle de rapportage annuel seront rapportés à la fin de l'année. On va corriger donc cette erreur dans l'avant-dernière phrase. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. D'accord, donc je vais m'avancer. Donc, question suivante, comment passer d'un indicateur à l'autre lors de la saisie de données? Donc, si je comprends correctement, dans les systèmes, si cette question est liée au formulaire en ligne, donc vous aurez vraiment, chaque indicateur il aura une ligne spécifique où vous pouvez fournir les résultats. Donc, le moment que vous cliquez fournir les résultats, donc vous aurez un nouveau onglet où vous pouvez fournir l'information spécifiquement liée à cet indicateur. Le moment que vous avez complété à cette étape, donc vous cliquez fermer et vous revenez sur l'onglet avec toute la liste d'indicateurs qui était déjà présentée. Donc, c'est vraiment très intuitif. Vous aurez les démonstrations, l'accès aux démonstrations visuelles d'aujourd'hui, bien sûr, les guides plus spécifiques avec les étapes à compléter. Donc, je pense que c'est une très bonne question, mais le système va permettre d'avoir tous les indicateurs au même, avoir accès à tous les indicateurs au même moment. Donc, question suivante, comment procéder pour corriger une donnée? Qui est le responsable de correction? Donc, oui, pour le champ programmatique, donc la correction des erreurs et des avertissements est faite par la charge de suivi de l'évaluation ou toute autre personne indiquée par le récipiendaire principal pour cette tâche. Donc, c'est vraiment la division des tâches que votre équipe, il doit peut-être décider. Et donc, il y a les deux sections, vraiment une section programmatique, section financière. Et donc, chaque personne responsable de cette section, elle permet d'avoir la visibilité complète sur tous les messages d'erreur, messages d'avertissement et les corriger en cas ce sera nécessaire. À fond de processus, donc si la personne qui est responsable pour la section programmatique, donc elle a complété toutes les sections, vous aurez aucun message d'erreur
ou messages d'avertissement vont être tout complétés et vous pouvez compléter les validations et aussi pour votre section programmatique ou bien sûr financière. Donc, question, s'il y a une erreur ou avertissement, est-ce qu'il est possible que la plateforme nous indique la partie? Oui, bien sûr. Donc, comme nous avons vu, chaque message d'avertissement, chaque message d'erreur va vous indiquer exactement la partie qui est manquante ou la poste qui nécessite la correction ou peut-être il y a l'erreur que le résultat est manquant. Donc, vous aurez toute l'information détaillée sur votre message d'avertissement, message d'erreur. Et en cas où vous sentez que peut-être vous avez besoin plus d'assistance plus spécifique, vous pouvez toujours vous adresser à l'aide et donc demander l'aide. Et bien sûr, ça va déclencher l'envoi de messages à notre équipe d'assistance. Mais c'est très intuitif, donc vous allez voir que tous les messages sont liés spécifiquement aux sections et l'onglet où c'est nécessaire à corriger. Donc, je n'ai pas compris comment on fait un retour pour corriger l'erreur. Donc, je pense on peut déjà voir que chaque message d'erreur, ils sont liés à chaque onglet. Et ça, c'est d'abord important à noter que tous les messages vont être présentés à vous au moment que vous fournissez les résultats et vous cliquez valider la section. Le moment que vous cliquez valider la section, vous aurez la visibilité complète sur tous les messages. En cas, vous avez peut-être commencé votre travail, mais vous n'avez pas complété, vous devez revenir. Donc, vous pouvez toujours voir où ces messages sont applicables. Donc, sur la page finale de processus où le recipient principal, il va envoyer le pulse check, donc la visibilité globale sur toutes les validations, le message, il est aussi présente et vous pouvez toujours revenir vers votre formulaire en ligne et les corriger. Donc, vous aurez les liens directs qui vont vous permettre de connecter à cette section-là et voir un message et la corriger. Donc, c'est important d'avoir cette point-là aussi. Avec tous ces changements qui interviennent au fil d'année sur le rapportage, pourquoi les délais de rapportage n'augmentent jamais? C'est une très bonne question, mais c'est aussi important à noter que les délais sont fixés en fonction des exigences de rapportage de l'organisation. Donc, c'est aussi important à noter que ces données font partie d'analyses intégrées dans pas seulement dans l'aspect de portefeuille spécifique, mais aussi dans l'aspect de organisation, donc de rapport global et aussi au niveau stratégique. Donc, il y a aussi les questions, je pense, liées peut-être au nombre total de jours, mais aussi les réponses financières. Donc, je vais inviter peut-être Fadil, si vous pouvez reprendre cette réponse pour le volet financier. Oui, et je pense qu'ici, on a aussi donné suite aux différents feedbacks que nous avons reçus des PIA. Donc, vous vous souvenez certainement que quand vous remplissiez le pulse check, c'est que l'information que vous soumettiez était différente de, par exemple, l'information que vous soumettez pour un PIO ou l'information en fin d'année pour un PIO-DIA. Donc, maintenant, le changement qui a été opéré, c'est que il y a beaucoup plus d'harmonisation et de standardisation des rapports financiers. Donc, peu importe que vous soyez en train de faire un pulse check, un rapport PIO ou un PIO-DIA, donc le rapprochement de la trésorerie que vous allez voir, c'est le même modèle pour les différents rapports et la même chose au niveau des dépenses. Donc, il y aura beaucoup plus d'informations qui vous seront communiquées lors du déploiement des nouveaux canevas de PIO et de PIO-DIA. Mais juste pour vous dire aussi que on a harmonisé de façon vraiment très efficientes les différentes choses qui sont demandées au niveau des bénéficiaires principaux. Et vous pouvez aussi savoir qu'au niveau du Fonds mondial, donc on a nos exigences de rapportage à nos bailleurs externes, eux-mêmes qui financent le pot du Fonds mondial. Donc, toutes ces délais que vous voyez sont fixés en fonction de ces exigences aussi, qui sont surtout d'ordre financier. Maintenant, au niveau de l'harmonisation, donc beaucoup de pays francophones ici présents utilisent le logiciel Tom2 Pro. Donc, nous avons aussi commencé les discussions avec la société Tomate directement
pour pouvoir justement paramétrer ces nouveaux formats de rapportage, de sorte à ce que, une fois que votre comptabilité est à jour, que vous ayez clôturé la comptabilité de la période, que ça aille directement dans un format de rapportage qui vous permettra à ce moment-là de renseigner des informations dans le système. Merci. À vous, Alona. Merci beaucoup, Fadil. Donc, je vais nous avancer vers la question suivante. Serait-il possible d'automatiser certaines cellules des indicateurs interliés afin de minimiser le message d'erreur? C'est une très bonne idée. Donc, nous sommes vraiment ouverts d'écouter des suggestions sur la façon d'améliorer l'expérience des récipiendaires principal. Donc, vraiment, si vous pensez que vous aurez l'opportunité de nous fournir quelques commentaires, nous allons apprécier. Et également, peut-être à noter que votre expérience sur le pulse check, donc c'est très important à nous de l'écouter parce que nous aurons également bien sûr le changement pour rapport des résultats actuels et le RADD qui vont venir. Donc, n'hésitez pas à contacter nous directement en utilisant l'aide. Donc, le bouton l'aide, vous pouvez cliquer et envoyer votre feedback ou si vous préférez, donc, vous pouvez également contacter l'équipe de pays. Mais je vais peut-être nous avancer vers la question suivante. Pouvons-nous télécharger le pulse check renseigné? Pour le moment, vous aurez visualisation en ligne seulement. Donc, le moment que le pulse check était complété et envoyé au Fonds mondial, donc vous aurez visualisation finale sur la page de portail des partenaires pour le moment. Donc, nous avons quelques idées comment on peut améliorer ce processus et peut-être avoir la visualisation finale au format PDF. Mais pour le moment, pour ce trimestre 1, donc vous aurez la visualisation finale de votre page check en ligne le moment que vous avez l'envoyé au Fonds mondial. Question suivante, pourriez-vous nous permettre d'avoir une instance formation de la plateforme afin de pouvoir y faire des simulations pour une meilleure assimilation? Je pense que cette idée est une très bonne idée. En fait, peut-être nous pouvons considérer d'avoir un peu plus d'intégration de récipiendaires principaux dans cet aspect-là. Pour le moment, vous aurez donc les matériaux qui sont donc la démonstration visuelle. Vous aurez aussi les guides détaillés avec toutes les étapes et toutes les sections qui nécessitent votre attention, qui nécessitent les résultats. Donc, vous aurez l'accès aux ces matériels-là. Et donc, toujours, si vous avez des questions, si vous sentez que peut-être vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et donc, nous serons ravis de vous assister, de vous guider. Donc, c'est une très bonne question. OK, la question suivante. Je n'ai pas suivi ce qui est dit pour les soumissions C19RM. Aura-t-il de pulse check résultats actuels RADD pour les soumissions de C19RM? Très bonne question également. Donc, les soumissions C19RM vont suivre le même cycle de rapportage. Donc, le pulse check, le rapport des résultats actuels, le pulse check et le RADD. Exactement le même principe. Et cependant, si la date d'utilisation du volet HTM est déjà passée, le rapportage ne sera uniquement que pour le volet de C19RM. Donc, vous aurez seulement les sections qui sont applicables pour votre cas de C19RM. Pourrions-nous avoir le calendrier de date de pulse check et rapport de RADD de soumission 7, cycle de soumission 7. Donc, à la base, pour chaque rapport, donc pulse check, rapport des résultats actuels RADD, vous avez toujours la date de délai pour votre soumission et pour votre période de mise en œuvre spécifiquement. Donc, vous avez toujours une notification spécifique pour votre rapport et aussi cette visualisation est présentée sur la page de portail des partenaires. Donc, si vous pensez plutôt de calendrier total pour toutes les soumissions, je pense que c'est une très bonne idée pour nous aussi à intégrer cette idée dans les systèmes. Mais pour le moment, pour chaque rapport, vous aurez une visualisation spécifique, concrète pour ces rapports-là. Et pour le calendrier total, je pense que c'est une très bonne idée. Notre équipe peut-être pourra les considérer. Donc, merci pour cette question-là. Question suivante. Avant, les indicateurs secteur public sont renseignés par le PRMOH et communautaire par le récipiendaire principal société civile.
allons continuer sur cette voie. Donc, les résultats de pulse check sont communiqués par chaque récipiendaire principal selon les indicateurs et les objectifs fixés dans le cadre performance de votre subvention spécifique. Donc, c'est vraiment cadre performance respectif. Donc, si vous avez les indicateurs qui sont déjà assignés dans votre cadre de performance, c'est le seul indicateur que vous aurez visualisé dans votre pulse check ou RADD ou rapport des résultats actuels. OK, la question suivante. Dans le cas où la subvention 6, cycle de subvention 6 se termine au 31 décembre 23 et que le C19RM continue en 24 et 25, pouvez-vous nous confirmer que les données budgétaires et dépenses dans les rapports financiers seront exclusivement celles de 19RM, budget et dépenses de C19RM uniquement, et que ces données des cycles de subvention 6, GC6, budget et dépenses finales selon le FCR, c'est le rapport de clôture financière, ne seront pas inclus dans ces reportings. Donc, je pense peut-être, Fadil, vous pouvez prendre cette question et peut-être donner un peu plus de détails. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, hein. Donc maintenant, le principe de base, c'est que quand au niveau des budgets, on sait que durant la période de clôture, il n'y a pas de budget en tant que tel, mais il s'agit juste de la liquidation des différentes activités. Et ici, il faut scinder le rapportage du C19RM par rapport au rapportage de la subvention VIH, tuberculose, paludisme, auquel est rattachée cette subvention du C19RM. Donc, vous allez voir jusqu'à le rapport de clôture, donc c'est-à-dire quand vous allez recevoir si vous avez une subvention qui s'est terminée au 31 décembre 2023, mais que vous avez par exemple le C19RM qui continue jusqu'au 31 décembre 2025, donc au 30 juin 2024, vous devrez soumettre le rapport de clôture. Et ce rapport de clôture sera le rapport de clôture du volet VIH, tuberculose, paludisme. Maintenant, c'est clair que ce rapport inclura le budget consolidé que vous avez à cette date, sachant qu'il y a eu une révision budgétaire si vous avez eu une prolongation pour l'utilisation des fonds du C19RM. Et ainsi, ce qui va se passer, c'est que on va vous demander de rapporter au 30 juin à la fois la clôture du volet HT1, mais aussi le progrès pour la partie C19RM. Et une fois qu'on aura soumis ce rapport de clôture qui sera validé au niveau du Fonds mondial, nous allons aussi procéder à la séparation de la trésorerie C19RM de la trésorerie qui appartient au volet VIH, tuberculose et paludisme. Comme vous le savez tous, la pratique au niveau du Fonds mondial, c'est que s'il y a une subvention pour la même maladie, la même composante, qui continue avec le même bénéficiaire principal, toutes les soldes de trésorerie qui ont trait au volet HTM seront déduits de votre accord de subvention comme étant de la trésorerie que vous avez en avance pour le cycle 7. Par contre, pour le C19RM, comme il y a une continuité au niveau de l'utilisation de ces fonds, donc vous allez voir que, par exemple, si vous avez un rapport au 31 décembre 2024, à ce moment-là, en ouverture, il ne sera que concerné le rapport, le solde de trésorerie C19RM uniquement, et aussi au niveau des dépenses, donc les budgets que vous allez voir seront les budgets uniquement de C19RM, à la fois pour la période en cours et aussi au niveau cumulatif. Maintenant, la question, c'est si vous avez en même temps un C19RM et le volet HTM qui se termine. Donc, ça, c'est le schéma classique de clôture. Donc, au 30 juin 2024, on va clôturer les deux éléments dans un seul rapport de clôture. Voilà, merci Alona, à vous. Merci beaucoup, Fadil. Donc, je vais nous avancer vers la question suivante. Cette question nous demande si c'est possible d'avoir un canevas de collecte en Excel où
Word qui facilitera le remplissage sur le portail. Donc, important à noter, pour le pulse check, pour le moment, vous aurez seulement le formulaire en ligne que vous procédez avec. Donc, vous aurez tous les indicateurs comme nous avons déjà vu. Pour le trimestre 2, trimestre 4, vous aurez l'Excel qui va vous permettre vraiment d'avoir cette fonction-là, d'avoir collecte des données, peut-être travailler avec votre équipe sur CPNDR et les attacher au portail des partenaires. Par contre, important à noter que l'envoi et le dépôt final vont être considérés par les saisies de données dans le portail en ligne. Donc, c'est important à noter, même si vous avez utilisé votre Excel pour collecter des données, nous, Fonds mondial, donc votre équipe de pays et bien sûr donc agents locaux de Fonds mondial, donc vont considérer les résultats qui étaient fournis au portail des partenaires, la page portail des partenaires en ligne. Donc c'est important à noter. Donc cet mécanisme d'Excel va vous permettre d'avoir collecte des données, mais il ne va pas être considéré comme document final avec tous vos données. Donc c'est vraiment là le formulaire en ligne. Que vous devez à la fin compléter et envoyer au Fonds mondial. Donc, c'est très important à noter. Et bien sûr, donc si vous avez des questions, à ce moment-là, nous aurons aussi séance de formation comme nous avons déjà vu. Donc, à ce moment-là, vous pouvez poser votre question spécifiquement à cette pointe-là. Donc, question suivante. Si on corrige les données passées, est-ce que seront revalidées par l'agent le code Fonds mondial ou LFA? Donc, les résultats fournis dans le pulse check ne sont pas vérifiés donc, par le LFA ou ALF. C'est important à noter que le processus par rapport à ça reste inchangé. Pour les trimestres 2 et 4, nous allons voir cette pente-là spécifiquement donc, à ce moment-là. Donc, attendez peut-être un peu plus pour T2 et T4, mais pour le pulse check, ce ne sera pas nécessaire. Donc, les résultats que vous avez fournis avec votre pulse check, c'est les résultats que le Fonds mondial va procéder avec validation. OK, d'accord. Donc, la question suivante, c'est pour accéder à la plateforme sur le portail, un code d'accès est obligatoire? Si oui, comment faciliter cet accès au CPNDR principal? Donc, à la base, votre équipe ou vous-même peut-être, vous avez déjà l'accès au portail des partenaires. Donc, si ce n'est pas le cas, donc vous devez parler avec votre équipe et demander. Donc, il y a l'application de gestion des formations pour un récipiendaire principal, c'est une formation sur subvention. GEIS, et c'est l'application qui vous permet d'avoir accès donc, aux certaines sections de portail. Mais par contre, donc, si vous n'êtes pas sûr, c'est mieux peut-être demander la question, poser la question avec le formulaire en ligne avec l'aide ou parler avec votre équipe. Donc, si vous pensez, donc la personne qui a postulé cette question aussi, c'est vraiment pour vous la première cas que vous voyez que c'est un formulaire en ligne, vous n'avez pas qu'une personne dans votre équipe qui a déjà l'accès au portail des partenaires, peut-être postuler votre pays, votre nombre de votre soumission, comme ça notre équipe peut répondre. Donc, bien sûr, je suis sûre que pour votre équipe ou pour votre CPNR principal, c'est déjà enregistré. Mais donc, n'hésitez pas encore une fois de nous contacter. Question suivante. Un guide est-il disponible pour téléchargement et le remplissage de template pulse check? Donc, oui, les guides seront disponibles dans le portail et aussi sur le site de Fonds mondial. Comme nous avons déjà dit, le pulse check lui-même, la version finale pour vous, c'est vraiment le formulaire en ligne que vous devez compléter, valider les sections et l'envoyer au Fonds mondial. OK. Question suivante. À quand aurons-nous un rapport pays consolidé avec la prise en compte des rapports de chaque récipiendaire principal? Car très souvent, on a l'impression que les rapports fournis sont à l'actif de récipiendaire principal et non au compte du pays. Si je me permets de clarifier cette question, parce que je ne pense pas que je suis assez clair par rapport à ce qu'il est demandé. Donc, vous aimeriez avoir un rapport consolidé pour toutes les subventions dans votre pays, donc visualisation peut-être totale de votre résultat. Si c'est le cas, peut-être veuillez clarifier votre question dans notre chat, postuler donc clarification, comme ça on peut revenir et peut-être je pourrais vous donner la réponse plus précise.
Question suivante, comment procéder à la correction de la donnée si on se rend compte qu'il s'agissait d'une donnée fausse ou erronée, si on a déjà posté? Ok, d'accord, je comprends. Donc, écoutez, donc s'il s'agit de, comme nous avons déjà vu, il y a deux types de messages. Message d'avertissement, c'est peut-être dans le cas que vous avez fourni l'information qui est exactement, c'est pas correct, mais il nécessite la justification. Dans chaque de ces instances, vous aurez un message très, très clair qui va vous indiquer où vous devez vous rendre, sur quelle section, sur quel indicateur et modifier ou donner justification. Donc, vous devez vraiment avoir cette visibilité à la fin dès que vous validez votre section. Par contre, si vous avez déjà validé, envoyé votre donnée et à la fin, vous notez que c'est une formation peut-être qui n'était pas finale, au moment de T2, vous aurez l'opportunité de corriger les données, donc les mettre à jour. Et pour cette fonction-là, nous allons parler à mois de juin. Donc, pour le moment, vous ne fournissez les données les plus précises, les plus exactes que vous avez à ce moment-là. Et bien sûr, peut-être certaines données ne sont pas encore disponibles, nous comprenons bien sûr. Donc, et pour cette raison-là, vous devez fournir seulement la justification. Par exemple, s'il y a le champ qui n'était pas saisi, l'information est manquante. Par contre, message d'erreur vont vous vraiment bloquer. Ça veut dire, s'il y a donné qu'il est incorrect ou vous avez oublié peut-être, il y a une omission que les données n'étaient pas, fournies, à ce moment-là, vous devez absolument corriger cette erreur parce que vous n'arrivez même pas à déposer votre pulse check. Donc, vous verrez, dès que vous commencez à travailler avec votre pulse check, vous verrez quel type d'information, quel type de message vous aurez. Mais à la base, vous déposez votre pulse check avec les formations les plus correctes, les plus finales à ce moment-là, quand vous les déposez. Et bien sûr, au T2, vous pouvez revenir et corriger s'il sera nécessaire. Il est possible d'apporter des corrections une fois que les données sont envoyées et que le délai de soumission n'est pas encore dépassé. Donc, si je comprends vous avez déposé votre pulse check, mais c'était avant la date. Vous avez reçu l'autre donnée qui sont peut-être plus validées, plus correctes. La date est dépassée. Écoutez, à la base, quand vous avez déposé votre pulse check, nous comprenons bien sûr quand vous avez les déposé, c'est déjà le moment que les données les plus actuelles, les plus finaux que vous avez eu, ce sont les données que vous fournissez. Donc, s'il y a bien sûr le changement plus tard, vous les pouvez ajuster avec trimestre 2. Mais à la base, on aimerait clôturer le processus de pulse check pendant la période de 35 jours, comme nous avons déjà vous expliqué. Question prochaine. Donc, a-t-il moyen de faire la saisie au même moment par plusieurs personnes en ligne? Et par exemple, une programmatique peut saisir au même moment les informations programmatiques et financières, le fait aussi pour la partie financière. Oui, bien sûr, donc exactement ça. C'est un exemple parfait pourquoi le formulaire en ligne offre avantage aux récipiendaires principaux et l'autre utilisateur parce que vous pouvez travailler simultanément. Par contre, donc, vous verrez aussi, donc, chaque fois que vous saisirez votre donnée, le système va sauvegarder automatiquement. Donc, dès que la personne travaille sur la section financière, donc les données vont être sauvegardées automatiquement. Donc, ça ne pose pas vraiment les soucis. Question suivante, permettrait-moi de revenir sur le système ADEX. Les données dans des systèmes DHIS2 sur le système d'information de gestion logicielle sont désagrégées par formation sanitaire. Donc, comment ADEX pourra importer les données dans le rapport PU ou PUDR, donc RA ou RADD, directement sans compilation du mois M1 vers le mois M6 ou préalable? Je pense que c'est une très bonne question. Peut-être, Isabelle, je vais vous demander de me guider et peut-être donner la réponse pour celle-ci. D'accord. Alors oui, effectivement, c'est une très bonne question. Donc, il faut comprendre que ADEX est une plateforme qui permet cet échange de données agrégées. Et donc, l'agrégation des données de différentes formations sanitaires sera faite au niveau du pays et des différents programmes nationaux. Et ensuite, ces données agrégées, selon les indicateurs qui ont été sélectionnés pour faire partie de cette plateforme. Donc, ces données agrégées seront
transmises au Fonds mondial par cette plateforme. Et donc, les indicateurs les indicateurs qui sont utilisés dans la plateforme ADEX sont bien sûr alignés avec les indicateurs qui sont utilisés dans le pays et alignés aux indicateurs du cadre de performance. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, la question suivante, elle est plutôt spécifique au volet GAS de PUDR, donc de RADD. Je propose qu'on va les laisser pour le moment parce que nous aurons plus d'informations concernant le changement de contenu de RADD et de résultats, un rapport des résultats actuels plus tard. Donc, si vous me permettez. D'accord, donc nous avançons vers la question. On voudrait savoir on voudrait savoir où l'on fait le suivi de produits de santé. Question excellente. Donc, vous verrez que, bien sûr, PALCHEC, vous n'aurez pas cette section-là, mais cette section va être disponible pour vous dans trimestre 2 et trimestre 4. Et comme j'ai déjà dit, nous aurons la séance d'information dédiée au RADD, rapport des résultats actuels au mois de juin et mois de novembre. Donc, attendez juste un petit peu, mais pour le moment, donc, votre rapport de PALCHEC seulement va se focuser sur la section programmatique et financière. Serait possible d'organiser des séances de formation de membres de comité de suivi stratégique? Je pense que c'est une question et idée excellente. Je pense que peut-être pouvait nous guider vers les séances d'information qui sont prévues pour le mois de juin et novembre. Donc, vraiment, merci de votre question. Ce sera intéressant de considérer également. Merci beaucoup. Question suivante. Quelle est la différence entre entamé et en cours dans les mesures de suivi? Donc, à la base, donc vous avez les statuts qui ne sont pas changés. Donc, c'est les mêmes statuts qui sont déjà présentés. Mais peut-être, Isabelle, vous pouvez vous également peut-être reprendre cette question-là et nous guider par rapport à la réponse. Donc, c'est Oui. mesures de suivi. Merci. Oui, donc les mesures de suivi du plan de travail, donc elles ont 4 niveaux de progrès. Et donc, le premier niveau, c'est non commencé, donc not started. Ensuite, c'est commencé. Et là, ça a été traduit par entamé. Et ensuite, le troisième niveau, c'est avancé et ça a été traduit par en cours et complété. Donc, comme je l'ai noté, nous ajusterons très probablement la traduction pour qu'elle reflète exactement les 4 niveaux. Mais voilà l'explication. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Donc, nous allons procéder avec la question suivante. Comment le comité de suivi stratégique aura accès au formulaire soumis sur le portail? C'est un vrai souci entre PR et comité de suivi stratégique. Écoutez, c'est une très bonne question. Donc, maintenant, nous discutons avec l'équipe les meilleures, entre guillemets, solutions techniques qui vont nous permettre d'avoir exactement cette option-là, d'envoyer le document, peut-être ou la copie de document, c'est encore quelque chose que nous allons voir. Donc, pour le PALCHEC, c'est moins relevant pour le moment, mais pour les T2 et T4, les rapports de T2 et T4, c'est une pointe que notre équipe elle travaille sur, et donc c'est important à noter. Donc, merci pour votre question. Question suivante. Les corrections seront portées sur le formulaire T2 ou bien nous aurons le formulaire T1 pour corriger dessus effectivement. Donc, vous avez bien compris, donc les corrections seront portées sur le formulaire T2. Donc, au moment où vous êtes, donc je reprends exemple de notre PALCHEC, au moment où vous êtes prêt de déposer votre PALCHEC, vous l'avez envoyé à mois de mai. Et important à noter, donc le moment que vous arrivez à votre rapport de T2, vous voyez qu'il y a peut-être les changements spécifiques sur le résultat que vous avez déjà fourni. À ce moment-là, à votre rapport de T2, votre rapport des résultats actuels au PU, vous pouvez le corriger et vraiment fournir ces ajustements-là. Donc, il faut vraiment attendre un peu pour corriger les données, mais dès que vous fournissez votre donnée pour le PALCHEC, ils vont considérer pour le moment comme clôturé pour T1 jusqu'à quand vous arrivez à T2 pour les corriger.
Question suivante. Les ICN sont décidés à jouer le rôle dans le suivi stratégique de la mise en œuvre de submission. NRDS, un bureau de ICN, a décidé désormais que toute donnée à transmettre par le récipiendaire principal au Fonds mondial doit passer par l'ICN CSS pour analyse et échange avec le récipiendaire principal. Cela concerne le pulse check et le PUDR. L'FM peut-il appuyer cette démarche pour que le récipiendaire principal soit plus redevable au CCM au même titre qu'au FEM? Écoutez, c'est une très bonne question. Je pense c'est important de noter que la communication et la conversation entre votre instance de coordination nationale se continue, donc pas seulement le moment où que vous déposez votre résultat ou votre page check au RADD, mais c'est vraiment le continuum que vous travaillez avec aussi également votre équipe de pays. Plus spécifiquement sur votre question, donc je pense pour le page check, vous avez la visibilité donc de fournir peut-être les résultats que vous allez déposer au Fonds mondial dans le format externe, par exemple une communication via email ou l'autre manière. Par contre, pour les rapports de T2 et T4, donc nous avons également visualisation, je pense, pour le moment, ce n'est pas encore décidé quel type PDF ou l'autre pour actualiser et pour donner la visualisation complète sur toutes les données qui étaient déjà fournies par le récipiendaire principal. Donc, pour T2 et T4, nous allons proposer cette solution-là. Mais pour page check, je pense que c'est une très bonne question. Nous allons également voir avec notre équipe comment on peut peut-être fournir la solution pour cette type-là. D'accord. Je pense, attendez, est-ce que nous avons complété toutes nos questions? Je pense peut-être pour le moment c'est le cas, mais je vais donner l'opportunité vraiment pour notre membre des récipiendaires principaux de peut-être postuler quelques dernières questions sur notre chat. N'hésitez pas. Mais si vous pensez que c'est maintenant tout clair, c'est aussi parfait. Donc, peut-être je vais donner 5 minutes plus pour toute dernière question. Merci. D'accord. Donc, je ne pense pas que pour le moment, nous avons les questions supplémentaires. Donc, je vais me permettre juste de revenir encore une fois sur notre diapo. Comme je vous avais déjà indiqué, donc, tous les matériaux vont être disponibles pour vous sur la page de Fonds mondial à accéder et télécharger. Si vous avez les questions entre les moments où vous pensez que vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il y a vraiment aussi la page des ressources. Attendez, je vais juste m'avancer sur la page des ressources, exactement. Donc, n'hésitez pas aussi à contacter votre équipe de pays si vous avez les questions spécifiquement sur contenu. Donc, c'est vraiment, je pense, une bonne opportunité. Et avec cette conclusion, je vais remercier infiniment tous nos membres des récipiendaires principaux qui sont aujourd'hui avec nous et les membres d'équipe de spécialistes et d'équipe technique que nous avons déjà vu qu'ils ont supporté notre séance de questions. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation de la journée. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.